Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de votre émission consacrée au récit du merveilleux scientifique. Mais tout d'abord, les dernières actualités. Bonjour, juge. C'est désastreux. Le pire est arrivé. La guerre tant redoutée a été déclarée. Je suis en direct avec le capitaine Adrien Lezouave, en charge des opérations militaires sur le front de l'Est. L'ampleur des dégâts est gigantesque, et franchement, à moins de pouvoir divin, je crains que notre réalité soit en train de s'effondrer. Nous avons tenté d'alerter d'autres espaces-temps, mais sans machine temporelle, nous n'avons aucun moyen de recevoir de l'aide. Il ne nous reste qu'une seule solution, nous battre et résister jusqu'à la fin. Merci, capitaine Lezouave. Mais dites-moi, vous recrutez toujours dans les commandos paranormaux ? Affirmatif. Bon, eh bien, terminons notre journée dans un dernier baroud de l'heure, en compagnie du docteur Fleur Hopkins. Si ce genre littéraire a depuis disparu de nos contrées, reste-t-il une chance de redécouvrir ses œuvres ? Quels textes, romans et scènes conseillez-vous pour replonger dans l'aventure ? Alors, est-ce que le merveilleux scientifique a vraiment disparu ? C'est déjà une vraie question en soi. Je pense que dès les années 50, grâce au travail de fiction, dans les années 70, un peu plus tard avec l'incontournable Pierre Versin, Jacques Von Herp un petit peu, et puis quantité de fanzines, de revues amateurs et érudites, que ce soit le bulletin des amateurs d'anticipation ancienne, que ce soit Désiré, que ce soit le Rocambole un petit peu plus tard, que ce soit le Petit Détective, enfin, voilà, on pourrait continuer à loisir cette liste. Il y a déjà eu une volonté très forte de redécouvrir le merveilleux scientifique, de le diffuser, de le republier plus souvent des extraits, mais tout au moins d'attester de son existence, de repérer les différentes éditions, rééditions, etc. Il y a eu ensuite un autre tournant, il me semble, qui est vraiment exemplifié par le travail de Serge Lehmann dans les années 2000 et après, sur l'urgence à republier ces textes, et notamment avec un appareil critique suffisant. Évidemment, il y avait eu d'autres éditions antérieures, que ce soit Corti, que ce soit Les Marabouts, enfin, il y a eu des rééditions, on ne peut pas le nier. Mais ce travail de coup de projecteur, il a vraiment été initié dans les années 2000. Dans le cas de Serge Lehmann, il s'agit aussi de montrer qu'il y a eu en fait en France un mouvement qui serait similaire et qui serait aussi intéressant que la science-fiction américaine. Il s'agit de montrer qu'il y a eu un mouvement que nous avons oublié et qui pour autant symbolise une force créatrice française et qui a été, selon l'explication de Serge Lehmann, ombragée en fait par le triomphe de la science-fiction américaine. Donc de fait, le merveilleux scientifique, il s'est amoindri, je pense que c'est plutôt ce qu'il faudrait dire. Il s'est amoindri notamment, je l'ai dit un peu plus tôt, même dans la carrière de Maurice Renard, ou vers la fin, que ce soit dans Le Maître de la Lumière, ou que ce soit dans d'autres récits. Il y a eu effectivement un affaiblissement de son intérêt pour le merveilleux scientifique, mais qui était aussi dû à une réalité où si le merveilleux scientifique peine à séduire sous la forme pure que Maurice Renard voulait diffuser, et bien de fait, il lui faut métamorphoser le modèle. De même qu'il a essayé en fin de carrière de créer un prix à son nom en 1922, et bien vers les dernières années du prix qui disparaît en 1932, et bien il lui faut accepter d'autres homologues qui touchent davantage à l'utopie, qui touchent davantage à l'anticipation. Il lui faut donc faire des concessions sur la définition de ce qu'il entend par merveilleux scientifique. Mais de fait, le corpus a été effectivement occulté, je pense. Alors, ombragé par rapport à la science-fiction américaine, ça m'embête un peu parce qu'encore, moi j'aime faire le distinguo entre les deux, mais je comprends l'analyse de Serge. Effectivement, il y a eu un focus très fort sur la science-fiction américaine qui fait que peut-être que les lecteurs français ont moins eu la curiosité
de s'occuper de ce qui s'est passé sur leur territoire. Et ça, je pense qu'il est tout à fait juste dans son analyse. Mais toujours est-il, je l'ai dit un peu plus tôt, que des gens comme Messac connaissaient ce corpus. Et je pense qu'il y a des figures pivots comme par exemple Spitz, qui incarne une continuité tout de même avec le merveilleux scientifique et notamment la guerre des mouches, etc. Mais toujours est-il que le merveilleux scientifique, on a vu ces dernières années qu'il réapparaît, qu'il est réactivé, notamment par toutes ces sphères érudites, amatrices, qui fait un travail exemplaire de réédition, de commentaires, de scans, de travail, d'échanges de documents. Et surtout, il y a eu, je pense, une plus-value apportée par le travail de Serge Lehmann, au-delà même des republications. Il y a eu le travail méta-romanesque autour de la Brigade chimérique, où Serge Lehmann, par ce biais, il nous montre non seulement qu'il y a eu quelque chose en France qui s'est passé qu'on a oublié, on peut parler d'Atlantique littéraire, on parle effectivement, je crois qu'il parle de trou noir, enfin, de rameau mort, il y a plein d'expressions comme ça, assez poétiques et assez évocatrices pour désigner ce moment littéraire, mais plus encore, ce qui me semble très intéressant dans cette démarche de la Brigade chimérique, c'est que Serge Lehmann, j'allais dire Maurice Renard, quel beau lapsus pour lui, Serge Lehmann nous montre que ces romans et feuilletons merveilleux scientifiques, il y a une force créatrice qui, en fait, peut inspirer encore aujourd'hui les auteurs. Et de la même manière qu'au XXIe siècle, on redécouvre avec plaisir, bien que ça n'ait jamais été occulté, toute la matière de DC, de Marvel, etc. Et qu'ensuite, ça crée des univers qui joue déjà depuis très longtemps avec les crossovers, avec les what if, etc., avec vraiment cet univers où les super-héros sont dans un mode où ils ont conscience d'être super-héros. Enfin, il y a toute une dimension méta en fait qui est très forte. Et bien de la même manière, Serge Lehmann propose. Alors est-ce que c'est une histoire contrefactuelle, une histoire alternative? On est libre, voilà, en poupée russe, hein, de voir que Serge Lehmann épouse déjà un format qui est intéressant. Mais toujours est-il que lui, il imagine une BD. De Brigade chimérique, qui porte bien son nom, qui fait évidemment un petit clin d'œil au chasseur de chimères qui donnait son titre à une de ses anthologies. Et bien dans cette BD, il imagine que c'est pas le professeur Xavier qui mène les X-Men des mutants, mais c'est plutôt Marie Curie. Alors Marie Curie, c'est pas pour rien, hein, que ce soit son intérêt pour le spiritisme ou son travail autour du radium, et puis une femme, c'est intéressant aussi. Donc Serge Lehmann nous propose ici une interprétation tout à fait séduisante. Et Marie Curie, en fait, elle n'est pas tout à fait comparable au professeur Xavier, c'est pas qu'elle a créé une école avec des mutants, puisqu'autour d'elle, le phénomène de mutation, il est moins courant dans le récit merveilleux scientifique, mais elle a plutôt autour d'elle des hommes modifiés, augmentés, transformés, parce que Serge Lehmann appelle, et cette expression me séduit beaucoup, il appelle ça le super scientifique. C'est pas le merveilleux scientifique, c'est le super scientifique, comme si, lui, il propose justement, non pas une coupure, mais une bifurcation opérée après la Première Guerre mondiale, puisque les expériences sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale amène un autre rapport à la science où effectivement la science modifie l'ontologie de l'humain, elle modifie son rapport à la science, son rapport au corps. Si on pense aussi à des peintres comme Otto Dix et autres, le corps est morcelé, le corps est vu autrement, dans sa chair brute, dans sa capacité à être altéré, à être réparé ou à être laissé comme un pantin désarticulé. Donc tout ça alimente l'univers de Serge Lehmann, et surtout Serge Lehmann, dans la Brigade chimérique, se plaît à mettre en liaison, en écho, tous ces différents héros qui tout d'un coup se rencontrent dans un même univers. On a l'homme truqué de Maurice Renard, on a Félifax de Paul Féval, on a l'homme élastique de Jacques Spitz, on a voilà, plein de personnages différents qui se rencontrent, qui s'unissent, qui sont en conflit. On a aussi des clins d'œil particulièrement vifs à tout cet univers populaire, notamment par le biais soit de clins d'œil à différentes affiches, mais aussi plus simplement d'imagination d'autres couvertures alternatives. On a même des romanciers, on a Maurice Renard, on a Rony qui sont dès lors des personnages, et ce qui me semble, je dis encore séduisant, mais je pense qu'on peut bien le dire concernant l'univers de la Brigade, c'est que de la même manière que Maurice Renard dans Le Péril bleu disait être un scribe de miracle et être en fait un aède, un petit peu comme pouvait l'être Homère, ou tout simplement il est la bouche d'ombre qui dispense les aventures qu'une muse lui apporterait. Dans le cas de Maurice Renard, c'est pas une muse, mais ce sont les héros qui sont venus lui apporter des dossiers avec des coupures, et grâce à ça, il recompose une histoire. Et dans Le Péril bleu, on a des petites coupures, on a un journal de bord, on a tout ce qu'on pourrait appeler ces artefacts fictionnels qui donnent de la crédibilité et de la véracité et un effet de réel au récit. Et bien de même, Serge Lehmann imagine que Maurice Renard est présent dans le récit, que Rony et Ney sont présents dans le récit, et donc qu'ils auraient été les témoins de cette réalité-là. Donc tout ça pour dire que le merveilleux scientifique, ce qui me semble
passionnant et c'est pour ça qu'on gagne à le redécouvrir aujourd'hui. Évidemment que ça nous apprend, je l'ai dit, en tant que témoignage historique beaucoup sur le XXe siècle, ça nous amène aussi à nous déréaliser, à faire un pas de côté par rapport au monde présent, mais surtout c'est un vivier dans lequel on peut abondamment piocher pour trouver matière en fait à aspiration, matière à penser le monde. C'est un laboratoire de pensée qui ne s'épuise jamais. Et c'est pour ça que certains éditeurs comme Rivière Blanche avec Dimension Merveille Scientifique, une collection qui, je crois malheureusement est terminée, a proposé à de nombreux auteurs, des auteurs contemporains du XXIe siècle, d'écrire des nouvelles à la manière d'eux. Et c'est pas du tout porté au bringe aux merveilles scientifiques, puisque dès l'époque de Maurice Renard, déjà lui-même et d'autres s'amusaient à pasticher comme un hommage d'autres auteurs qui leur étaient chers, que ce soit Poe, que ce soit etc. Donc de fait, on serait plutôt dans une filiation, ce que Joachim du Bellay appelait l'innutrition. Cette idée qu'on se nourrit et puis on recrache ce dont on s'est alimenté, ça fait chair avec nous, ça rentre dans le corps. Enfin, cette image organique, elle est vraiment de bon ton, puisque c'est là que j'ai envie de ressortir la frise chronologique. On se rend compte que, en fait, le merveille scientifique, est-ce qu'il a vraiment disparu ou est-ce qu'il a, sous d'autres formes, sous d'autres noms, continué d'alimenter en fait un imaginaire français? Ce qui serait très troublant de se poser comme question, c'est est-ce que malgré nous, voilà cette espèce de souvenirs oubliés, en fait, de retour du refoulé, est-ce qu'à un moment on va se prendre en pleine figure le fait que, en fait, le merveille scientifique, malgré lui, a été une influence pour une forme de science-fiction contemporaine? Ça me paraît compliqué, il y a peu d'auteurs qui se revendiquent du merveille scientifique aujourd'hui, mais pour autant, il y a, je pense à Robert Darvel qui porte bien son nom, Robert Darvel contemporain dans ses romans, qui nous raconte notamment un récit dans lequel un homme traverse la Terre. Et ce récit, qu'on le veuille ou non, ça fait référence aux différentes aventures de Bouvancourt de Maurice Renard, qui lui aussi traverse la matière. Et dans une des nouvelles, le savant reçoit la visite d'un voleur, et le voleur veut absolument aller cambrioler une banque, et le bon Bouvancourt dit « Non, pas de souci. Et veux-tu vraiment que je t'enduise complètement ? Oui. Es-tu sûr ? Oui. Et comme Maurice Renard s'amuse souvent avec l'absurde, il lui enduit aussi les semelles, et hop, le pauvre voleur va jusqu'au noyau en fusion de la Terre, et puis on imagine qu'il est puni pour avoir voulu dépasser complètement les lois des possibilités humaines. Mais donc Robert Darvel est une proposition contemporaine. Il y a aussi Laurent Audouin sous un texte d'Amélie Sarne avec les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, qui réactive aussi tout cet imaginaire, et ce qui est très plaisant aussi avec cette proposition-là, c'est qu'elle met en exergue un mariage entre spiritisme et technologie, des choses qui sont déjà extrêmement prégnantes dans le corpus merveille scientifique. Donc on a évidemment des auteurs qui épousent le merveille scientifique. On pourrait, d'une certaine manière, toujours, en forçant le trait, mais en s'interrogeant sur la permanence de tous ces modèles-là, est-ce que quelqu'un comme Jean-Pierre Jeunet, avec La Cité des enfants perdus notamment, est-ce que c'est pas une continuité en fait du merveilleux scientifique? Donc c'est effectivement une question ouverte. Ce qu'on espère, c'est que par la redécouverte, par la diffusion de tout ce corpus, il y a effectivement des réinventions, des propositions, des réactivations de toute cette matière, le mot n'est pas trop fort, comme le fait Serge Lehmann. Et est-ce que du coup on va retrouver un espèce de nouveau mythe littéraire, en fait, une nouvelle veine à laquelle se nourrir, en fait? Où peut-on trouver toutes ces œuvres ? Alors par chance, la Bibliothèque nationale de France à Paris, qui existe aussi par les biais de sa bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica, elle nous permet de consulter bon nombre de ces romans. Alors comme je vous l'avais dit, certains ont été publiés, ou même beaucoup ont été publiés en feuilleton, et de fait, on trouve sur le site de Gallica, en cherchant très facilement dans le moteur de recherche, on tape Le Matin, on tape L'Intransigeant, et bien on retrouve beaucoup des feuilletons, et de manière très intéressante, on peut les lire de manière hebdomadaire. Et de fait, on suit l'évolution de l'histoire exactement comme on aurait pu le faire. L'homme qui peut voir à travers les murailles notamment, Félicien Champsaur, Le prisonnier de la planète Mars, tout cela on peut le lire à chaque livraison exactement comme le faisait le lecteur de l'époque. Par ailleurs, la BNF a aussi toute une collection de romans numérisés. Donc, au-delà des revues, on trouve sur Gallica bon nombre de ces romans. Vous pouvez notamment lire Le Docteur Lerne qui a été numérisé. Vous pouvez lire Le Faiseur d'hommes de Jules Hoche. Il y a différents textes qui ont été réédités. Et puis, de nombreuses maisons d'édition. Et là, il faut vraiment saluer leur travail parce que non seulement elles précèdent pour certaines le renouvellement d'intérêt qu'on a pour le merveille scientifique, mais surtout elles continuent à accorder leur confiance à ces textes-là et à dire qu'il y a tout à gagner à les redécouvrir. Et ce qui est intéressant chez ces maisons, c'est qu'elles vont accompagner ces textes d'un appareil critique, de préfaces, de notes de bas de page, qui nous montrent que ces textes-là, encore une fois, ce n'est pas que du divertissement. Il y a quelque chose à découvrir, à comprendre, et ils ont force en tant que témoignage historique. Ils nous disent quelque chose d'une époque, d'une réalité, d'une vision de la science, j'en passe.
Parmi toutes ces collections, je peux vous en citer plusieurs. Concernant la BNF, on a par exemple eu les Orpailleurs qui avaient réédité plusieurs textes. Ils avaient notamment réédité l'Androgyne de Couvreur. Ils avaient réédité plusieurs textes de Rogné-Né. Ils ont réédité Le Maître de la Lumière de Maurice Renard. Donc voilà, quantité de textes. Par contre, leurs rééditions sont muettes. Donc vous ne trouverez pas les illustrations d'époque ni la couverture d'époque quand il y en a eu. Il y a aussi l'Arbre Vengeur du côté de Talence qui propose avec de belles couvertures illustrées. Pour certains, on a des anthologies qui sont souvent accompagnées d'un appareil critique de Lehmann et qui sont de manière intéressante illustrées. Donc on a des illustrations pour chaque nouvelle de l'anthologie. Donc ça réactive aussi tout cet imaginaire-là, ça nous le réadapte à la sauce contemporaine. Donc c'est pas inintéressant de voir l'adaptation de tout cela. En ligne, il ne faut pas oublier aussi tous les acteurs comme La Porte Ouverte de Norbert Gollard qui va redécouvrir. Alors, c'est pas que de la science-fiction ancienne, c'est pas que du récit d'imagination scientifique, on va avoir du fantastique aussi, mais il y a un intérêt très fort notamment pour le format conte et le format nouvelle, donc c'est vraiment une mine incroyable. Jean-Luc Boutel évidemment, qui en plus de circonscrire ces textes-là, il va parfois en reproduire, donc c'est aussi une somme assez importante. Et vous voyez bien que là, on dérive des éditions à un format internet où en fait on voit bien que ceux qui prennent le relais, ce sont les érudits, ce sont les amateurs qui font un travail sans relâche en fait de cartographie, de commentaires, de diffusion de ces textes-là, souvent à leurs propres frais, souvent de la micro-édition comme je le disais. Et pour autant, c'est un travail généreux et de qualité parce que l'appareil critique est souvent très rigoureux et ça procède de leur familiarité avec cette manière de faire qu'ils avaient notamment mise à profit dans les fanzines, dans les différents clubs où le partage était vraiment la règle pour permettre de créer une intelligence collective. Et de fait, je pense que cette redécouverte du corpus merveilleux scientifique, ne serait-ce que pour mon cas particulier, elle n'aurait pas du tout pu être possible sans à la fois tout ce travail préalable, mais aussi cette osmose et cette bonne intelligence dans le milieu érudit, où j'ai été, pour mon cas particulier, accueillie avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et énormément de générosité. Puisque au début de ma carrière, beaucoup de textes ne m'étaient pas accessibles et tous les érudits m'ont partagé en toute amitié reproductions, commentaires de textes et c'est très précieux de voir que cette mémoire est conservée, est acceptée, est diffusée et je pense de plus en plus patrimonialisée puisque je l'ai dit, la BNF depuis que j'avais fait une exposition en 2019 avait déjà un souci préalable pour la science-fiction, mais pour le merveilleux scientifique c'est plus récent. Mais effectivement c'est rassurant, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais ça me fait plaisir de voir qu'effectivement ce corpus qui aurait pu être dénigré par certains parce qu'on considère que c'est que de la littérature populaire, c'est du feuilleton, c'est de la science-fiction, c'est des extraterrestres, c'est des soucoupes, et bien finalement il est patrimonialisé et on reconnaît dans des institutions françaises qu'il a tout simplement droit de citer et droit d'être évoqué et représenté. Donc c'est particulièrement représentatif de voir qu'il y a effectivement toute la dimension des fanzines, des collectifs d'amateurs, d'érudits, des personnes qui sont portées vers le partage, que ce soit les feuillets photocopiés, que ce soit le numérique, que ce soit les scans, etc. Il y a toute cette vie immatérielle en fait de ces textes, mais il y a aussi de plus en plus un glissement vers la patrimonialisation et comment les institutions commencent à s'intéresser fortement à ce mouvement. Merci Fleur Hopkins pour cet échange autour du merveilleux scientifique et je vous souhaite un très bon retour dans votre siècle, en espérant qu'il soit bien meilleur que par chez nous. Merci. Très chers vaporistes, merci de votre fidélité et à très bientôt dans notre nouvelle émission intitulée C'était demain, une aventure rétrofuturiste qui sera hors du commun.